Le plaisir est toujours pour nous de vous retrouver chaque semaine à ce tribunal de l'histoire, patriote d'Afrique. Vous le savez, l'histoire, c'est la mémoire du monde. Et tout homme, quel que soit son caractère, est une histoire qui doit servir de guide pour une génération. Et c'est ce à quoi nous allons nous atteler une fois de plus encore aujourd'hui. Ce numéro de votre émission revient sur la vie de Laurent Désiré Kabila, ancien président de la RDC. Et pour en parler, je suis avec le professeur Sidiki Traoré. Il est enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizebo. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Wissa. Professeur Boulkindi Prosper Koulidiati, lui également enseignant-chercheur en littérature africaine à l'université Joseph Kizerbo, expert en diplomatie et relations internationales. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Wissou. On parle de Laurent Désiré Kabila, ancien président de la RDC. Alors, au début des années 1960, Laurent Désiré Kabila s'est engagé dans plusieurs mouvements, rebelles ou révolutionnaires. Peut-on en savoir davantage, professeur Sidiki? Eh bien, Laurent Désiré Kabila, c'est cet homme politique congolais jaillirois, si vous voulez, qui, au début donc, des années 60, voilà, était vu comme un véritable révolutionnaire, donc qui avait pris fait aux causes pour Lumumba, le révolutionnaire emblématique donc, du Congo. Et par la suite, on s'est rendu compte que ses convictions révolutionnaires étaient très légères et que l'homme désiré Kabila n'était au final qu'un contrebandier plus qu'un véritable rebelle. Voilà ce que je peux dire d'entrée. Non, mais alors, il est souvent à la fois rebelle, souvent révolutionnaire. Non, mais il n'est pas... Quand vous voulez, vous êtes dans une logique de révolutionnaire. Et il faut que les moyens que vous utilisez au départ soient des moyens véritablement révolutionnaires qui visent à instaurer la confiance au sein des forces opprimées, divisées, maltraitées pendant longtemps. Mais si vous-même, dès le départ, vous vous adonnez à plus de la contrebande des ressources minières, donc des terres qui sont peuplées par les populations pour lesquelles vous pensez mener cette révolution, très rapidement, la confiance va être rompue et c'est le cas de Laurent Désiré Kabila. Et je tiens à insister sur cet aspect donc de l'homme d'entrée de jeu. Professeur Koulidiati. Oui, c'est comme le collègue l'a dit. Laurent Désiré Kabila a réussi à fédérer plusieurs mouvements rebelles, puisqu'il se faisait passer pour un révolutionnaire, ce qui a fait que tout de suite, tous ceux qui avaient la fibre révolutionnaire, qui s'inscrivaient dans la lignée donc, de Lumumba, qui avait été injustement assassiné, et se sont mis derrière Laurent Désiré Kabila, qui était la figure de proue en son temps, qui était l'incarnation donc de la révolution lumumbiste en son temps. Et pour cela seulement, il a pu fédérer plusieurs énergies rebelles, plusieurs mouvements révolutionnaires, comme par exemple le CNL, le Comité national de libération. Et ensuite, il a réussi dans le cadre donc, de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, à fédérer beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui l'a porté justement au pouvoir, et avec le soutien naturellement de tous ces pays qui étaient pris de justice pour Lumumba, comme ses voisins et un peu plus loin le Zimbabwe et autres. Voilà, donc c'est ça le début de l'histoire donc de Joseph Laurent Désiré Kabila. Et qu'il vous souvienne aussi que l'homme, parce qu'il portait la révolution, avait réussi à s'attirer la sympathie d'un grand révolutionnaire de tous les temps, comme Che Guevara, qui s'est déporté au Congo et qui l'a rejoint au Maquis avant de se rendre compte qu'effectivement, c'était une révolution à la légère. Alors, quand on parle de Laurent Désiré Kabila, c'est, on l'a dit, révolutionnaire, révolution à la légère, mais il a aussi cette casquette-là d'acteur politique avec le PRP. Comment arrivait-il à concilier ces deux casquettes-là? Eh bien, tout mouvement révolutionnaire a une branche forcément politique. Et sa branche politique, c'était le RPR, hein, je crois. Le PRP, Parti de la Révolution Populaire. Parti de la Révolution Populaire. Voilà. Effectivement, c'était l'aile politique
de Laurent Désiré Kabila, puisqu'il était au maquis. Il fallait avoir une arme politique qui allait avoir des revendications plutôt politiques. Et pour se préparer, c'était un parti avant-gardiste. Donc, au cas où le maquis le porte au pouvoir, il faut forcément un parti politique. Et c'est ça qui lui a valu la création donc, de ce mouvement politique. Et c'était l'homme de la situation. Hein. Et donc, même les civils qui n'étaient pas au maquis commençaient de plus en plus à connaître cet acteur politico-révolutionnaire et rebelle en même temps. Donc, les trois casquettes que l'homme portait. Alors, professeur Sidiki, on voit aussi que Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un aussi qui était contre la politique de Mobutu Sese Seko en son temps. Quelle était la pomme de discorde entre les deux hommes, puisqu'on sait que Laurent Désiré Kabila était aussi très influent en son temps? Non, mais en fait, vous ne pouvez pas revendiquer l'héritage politique de Patrice Lumumba et être bon ami avec Mobutu. Ça, c'est impossible. Dès le départ, en fait, du PRP, le Parti révolutionnaire populaire, oui. Dans lequel Laurent Désiré Kabila a milité. Donc, de ce parti-là, au CNL, Comité national de libération, qui est un parti lumumbiste, donc, qui a été créé et mis en vogue dès la mort de Lumumba et dans lequel Laurent Désiré Kabila a milité. Leur objectif, avoué, c'était de faire tomber par les armes, en fait, Laurent Désiré Kabila. Et là, nous sommes déjà en 1963. Donc, les choses sont très claires. Hein. Ici, la pomme de discorde, c'est que Kabila se revendiquait révolutionnaire, héritier donc, de Patrice Lumumba, et à ce titre, il devait chercher par tous les moyens, à la fois politique et donc armé, à faire tomber donc Laurent Désiré et à faire tomber donc Mobutu. Voilà un peu la relation entre les deux. Ah, oui, vous parlez aussi de faire tomber Mobutu. Oui. On sait qu'il y a eu beaucoup d'actions jusqu'en 1997, si on ne se trompe, jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila réussisse à faire tomber Mobutu. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Non, bon, en réalité, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. L'arrivée au pouvoir de Laurent Désiré Kabila en mai 1997 n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu donc le génocide au Rwanda, et si les Occidentaux, Américains, Français et donc et leurs Américains, Français, Britanniques et surtout Belges n'avaient pas voulu se débarrasser de Mobutu, donc qu'ils savaient fini à partir donc du début des années 1990. Voici les deux épreuves. Alors, dès lors que le génocide est intervenu, donc Kabila, entre 1985 et 1996 et début 1996, pendant plus de 10 ans, il disparaît. On perd ses traces. On dit, certains prétendent qu'il s'est retrouvé donc au Soudan aux côtés de John Garang. Mais là, ce n'est pas très précis. Toujours est-il que pendant cette période-là, il a inhibé quasiment pendant 10 ans. On perd ses traces en tant que révolutionnaire, en tant que combattant, homme politique zaïrois. Mais en 1996, c'est-à-dire 2 ans après donc, le génocide au Rwanda, donc les génocidaires rwandais, les Hutus, près de 2 millions, qui s'étaient réfugiés avec armes et bagages donc en République démocratique du Congo, au Zaïre, voilà, devenait très gênant pour le nouveau pouvoir rwandais donc, du FPR. Et donc, il fallait soit les désarmer complètement et les pacifier, ou alors utiliser la force pour les obliger à ne pas rester donc au Zaïre et utiliser donc cette partie frontalière du Zaïre comme base arrière pour mener encore des attaques contre le nouveau pouvoir au Rwanda. Et c'est à partir de ce moment-là que le Rwanda va se dire, mais la solution, au lieu de chercher à attaquer donc les réfugiés Hutus, Rwandais réfugiés donc au Zaïre et qui ne collent pas la paix, est-ce que je ne peux pas m'appuyer sur des Congolais
sous prétexte de les aider, donc d'aider des Congolais à renverser Mobutu, que nos alliés américains et belges voudraient aussi donc faire tomber, pour profiter maintenant, régler mon compte avec les Hutus rwandais qui sont réfugiés dans cette partie. Et c'est comme ça que, dans les intérêts en ce moment-là, divers, les Américains, les Belges veulent faire tomber Mobutu, parce que Mobutu était fini à tous les niveaux, il y avait plusieurs signaux. Ensuite, le Rwanda et le nouveau pouvoir rwandais, qui est arrivé au pouvoir après avoir utilisé l'Ouganda comme base arrière, eux aussi voient qu'ils ne peuvent pas être stables s'ils ne règlent pas ses comptes aux anciens génocidaires qui sont réfugiés au Zaïre. Et donc, l'Ouganda et le Rwanda voudraient régler leurs comptes à ces anciens génocidaires. Ça, c'est un deuxième intérêt qui converge avec le premier. Le troisième intérêt, c'est pendant longtemps, depuis 1960 et l'assassinat de Lumumba, il y a des Congolais qui se revendiquaient révolutionnaires, qui cherchaient donc à renverser celui qui a profité de la mort de Lumumba et son adversaire politique Mobutu. Donc voilà un peu comment ça s'est fait. Et donc quand il va arriver au pouvoir, eh bien, vous allez constater que des postes stratégiques comme le ministère des Affaires des étrangères, le ministère de la Justice, vont être occupés par des Congolais Tutsis. En réalité, sous l'instigation donc du Rwanda. Donc voilà un peu la situation. Et là, on commence à comprendre que du début de sa rébellion jusqu'à sa fin, jusqu'à sa chute, Kabila en réalité était un instrument qui était manipulé en permanence à la fois donc par le Rwanda, l'Ouganda, mais aussi par ses anciens alliés du Katanga, parce que c'est sous l'influence de ces anciens alliés-là du Katanga, un an après sa prise de pouvoir, qu'il veut maintenant se débarrasser. Ce sont des nationalistes katangais avec qui il a milité très tôt dans les années 1963, qui a dit non, on ne peut pas prendre le pouvoir en tant que nationaliste et puis nous laisser téléguider de l'extérieur par le petit Rwanda et l'Ouganda. Et donc c'est à partir de ce moment qu'il va décréter en 98, un an après sa prise de pouvoir, que les forces étrangères quittent le Zaïre. Et quand on dit les forces étrangères, ce sont les Rwandais et les Ougandais qui étaient majoritaires parmi les combattants qui ont renversé en réalité Mobutu. Parce qu'en termes de combattants, il faut dire que le gros des troupes de Kabila, c'était des enfants soldats. Et les soldats, les combattants professionnels, c'était plus des Rwandais qui avaient fait leur carrière, leur expérience au sein de la rébellion du FPR. Et c'est eux, en réalité, qui ont porté Kabila au pouvoir. D'accord. Voilà. Alors, professeur Koulidiati, quand on regarde, quand on suit un peu l'évolution des choses, il y a eu, on se dit qu'il y a eu la présence de forces étrangères dans cet assassinat ou dans cette prise de pouvoir de Laurent Désiré Kabila. Est-ce que vous pouvez aussi nous en parler? Est-ce qu'il y a eu certaines forces étrangères, notamment limitrophes, qui sont intervenues? En fait, il faut savoir une chose qui est d'une évidence. Kabila ne serait pas arrivé au pouvoir sans les forces étrangères, sans l'appui des forces étrangères, comme quelques pays, comme le Rwanda et l'Ouganda, comme le collègue vient de le dire. Et la plupart des rebelles étaient aussi recrutés des rangs des pays voisins. Et il a aussi utilisé les pays voisins comme base arrière pour pouvoir se donner encore plus de force pour arriver au pouvoir. Donc, il a aussi bénéficié des forces internes, comme les forces lumumbistes qui tenaient coûte que coûte à ce que Mobutu tombe. Donc, c'est une coalition de forces à la fois endogènes, internes, et les forces internationales, et surtout les forces en appui des pays voisins, qui ont amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir. Ça, c'est une évidence. Alors, quand on regarde, quand on suit le professeur Sidiki tout à l'heure, on voit que le Rwanda est intervenu en grande partie. Quand on suit aussi l'évolution de la situation, on va faire quand même une parenthèse. Aujourd'hui, on voit cette situation-là entre le Rwanda et la RDC. Le Rwanda, on se dit qu'il est toujours présent dans la grande crise avec la RDC. Oui, le Rwanda, c'est le faiseur de rois et le défaiseur de rois.
on va le dire comme ça, en République démocratique du Congo. C'est lui qui a fait, c'est le Rwanda qui a fait Laurent Désiré Kabila. En grande partie aussi, son fils a dû son pouvoir au Rwanda, aux forces rwandaises et même au gouvernement rwandais. Et ça, c'est une évidence aussi. Joseph Kabila. Son fils Joseph Kabila. Donc le Rwanda a toujours joué ce rôle à la fois d'aide, d'installation de pouvoir, mais aussi de déstabilisation. Aujourd'hui, le torchon brûle entre Kigali et Kinshasa. Ça, c'est une évidence parce que le Rwanda soutient en grande partie la rébellion qui écume toute la partie de l'Est congolais. Et donc, c'est je vais dire quoi, le Rwanda, jusqu'à preuve du contraire, est un grand soutien à toutes ces forces qui déstabilisent donc la République démocratique du Congo. Ça aussi, c'est une évidence. François Chiniki, oui. Vous avez la même appréhension également. Oui, il y a quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Le Rwanda, aujourd'hui, en fait, c'est la caisse de résonance des États-Unis dans cette partie de l'Afrique. Est-ce qu'on se comprend bien? Ça fait que tout ce qui arrive, si vous voulez arriver au pouvoir en République démocratique du Congo, alors vous êtes dans les bonnes grades des États-Unis, donc leur allié dans la région, le Rwanda, va vous soutenir. Si vous voulez faire l'inverse, ça va être très difficile pour vous. Et je voudrais établir un petit parallèle, une petite comparaison entre les conditions d'arrivée de Paul Kagame au pouvoir et les conditions d'arrivée de Laurent Kabila au pouvoir. Ça se ressemble, mais c'est différent. En fait, Kagame et les membres du FPR, de l'armée patriotique rwandais en général, c'était des militaires de l'armée régulière rwandaise, maintenant qui ont, pour des questions politiques et autres, se sont exilés ou se sont réfugiés en Ouganda, où ils ont investi dans l'économie là-bas, ils sont restés très organisés. Et de là-bas, c'est avec ces soutiens-là, depuis l'Ouganda, qu'ils ont financé leur rébellion. Et c'est ce qui va permettre, quand ils vont déclencher leur rébellion, la majorité de leurs combattants sont des Rwandais, c'est-à-dire parmi les exilés qui sont donc en Ouganda, et les déserteurs de l'armée régulière rwandaise qui étaient des Tutsis. Voilà comment. Et donc, il y a une homogénéité. Et à partir de là, on voit qu'eux, ils ont plus de marge de manœuvre. Mais dans le cas de Kabila, comment lui, il a financé sa rébellion? Ce ne sont pas des hommes d'affaires qui mènent leurs activités économiques normales dans un pays limitrophe qui vont financer sa rébellion. Sa rébellion va être financée par le pillage des ressources du Katanga. Et cette donne-là existe depuis l'indépendance du Congo. Et donc, quand il va procéder comme ça, et quand ils vont fonder l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaïre, en réalité, les 4 qui ont fondé l'AFDL, il n'y a qu'un seul qui avait des troupes. Et donc, la majorité n'avait pas de troupes et devait compter maintenant sur des bandits, des enfants soldats et surtout des contingents rwandais et ougandais. Du coup, vous arrivez au pouvoir, vous n'avez pas une armée, en fait, homogène, donc disciplinée pour vous soutenir. Et c'est ce qui présageait déjà donc, de la faiblesse du pouvoir de Kabila. Quand il va décider maintenant de couper les ponts entre son pouvoir et maintenant ses anciens donc, alliés et soutiens rwandais, ougandais, ah non, eux, ils vont se dire, ils vont lui dire non, ce n'est pas possible et de toutes les façons, tu n'as pas d'armée. Et il va s'appuyer sur des pays voisins, donc sur des pays comme le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie, le Tchad, pour essayer donc de compenser le départ au forceps donc de ses anciens alliés, en oubliant que ces anciens alliés vont toujours se montrer très actifs pour le déstabiliser en créant et en finançant des rébellions, donc le MLC de Jean-Pierre Bemba et donc le RCD donc du philosophe là, comment il s'appelle encore, Wamba Diawamba. Et ces gens-là aussi, ces rebelles-là aussi, qu'est-ce qu'ils font essentiellement? C'est piller encore les ressources. Voilà, donc du Zaïre
pour faire cette rébellion. Malgré les soutiens des pays comme le Zimbabwe, ça n'a rien servi finalement. Non, ça ne peut pas parce qu'en réalité, l'intervention du Zimbabwe, de l'Angola va être compensée par l'intervention du Rwanda, du Burundi et donc de ces rébellions-là aussi qui recrutent massivement au sein donc de la population du Congo. Alors, ce que je voudrais dire ici, oui, pour terminer, la situation du Congo aujourd'hui, c'est quoi? Félix Tshisekedi, qui est président du pays, oui, en réalité, lui, il est exactement dans les traces donc, de ce que demandent les États-Unis et Paul Kagame. Alors, vous restez notre allié, et comme ça, nous, on va pouvoir profiter des matières premières très rares, donc de l'Est de la République du Congo pour nos industries, l'industrie d'aviation, l'industrie électronique, l'industrie des batteries. Et là, il n'y a pas de problème. Sinon, comment Félix Tshisekedi peut prétendre combattre le Rwanda qui a envahi quasiment le Congo et en soutenant aussi le M23, en s'alliant avec les principaux soutiens du M23 que sont donc le Rwanda et surtout leurs bras armés à l'international que sont les États-Unis. C'est un non-sens. S'il veut se comporter en vrai libérateur du Congo, Zaïre, non, il doit dire les rebelles, je ne peux pas combattre les rebelles en m'alliant avec ceux-là qui soutiennent, arment et financent la rébellion. Malgré les dénonciations. Oui, malgré, il n'est pas suffisamment courageux. Il aurait fallu qu'il dise, il faut rentrer chez vous, vous et vos soutiens, je ne veux plus voir. Sinon, il va rester à tourner en rond, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Professeur Koulidiati, Laurent Désiré Kabila, puisque c'est de lui qu'on parle, il prend le pouvoir en 1997. Il n'aura duré que 3 ans, quelques mois au pouvoir, si, en tout cas, pas 4 ans en tout cas. Comment a été sa gestion politique et économique? Parlez-nous. L'eau suit toujours la direction du fleuve. Sa manière d'arriver au pouvoir n'augurait pas quelque chose de bon sur sa gestion politique et économique, parce qu'il est arrivé au pouvoir, comme on l'a dit tout à l'heure, par une coalition de forces hétérogènes qui avaient des intérêts. Et il ne faut pas croire que tous ces pays qui le soutenaient, toutes ces rébellions qui soutenaient le faisaient pour ses beaux yeux. Chacun avait ses intérêts. La preuve, lorsqu'en 1999, 2 ans après sa prise du pouvoir, lorsque Kabila a décidé de faire partir toutes les troupes, ça lui a coûté tout ce que ça lui a coûté. Donc, la manière d'arriver au pouvoir avait déjà aussi tracé les lignes de sa gestion politique et économique. Évidemment, il s'est forgé une dictature à partir du moment où il n'avait plus le soutien de ceux qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Il s'est forgé une dictature, et qu'il vous souvienne, l'arrestation et la condamnation de Anselme Moussassou, non, oui, je crois bien. Alors, qui a été Tshisekedi, le père Tshisekedi également. Absolument. Et qui ont été d'un grand soutien pour qu'il prenne le pouvoir. Et donc, tout de suite, il a organisé une chasse aux sorcières. Et c'est ça qui a caractérisé sa gestion politique au pouvoir. Économiquement, il était en panne de financement. Et là aussi, c'est un contrebandier qui est arrivé au pouvoir et qui comptait sur, qui continuait de compter sur la contrebande. Ce qu'il a opposé d'ailleurs avec le Libanais qui a été l'un des artisans de son assassinat. C'était une affaire de lingots de diamants. Et donc, finalement, c'était un homme mal organisé qui a dû son pouvoir au maquis et à des pratiques pas catholiques. Et c'est ça finalement qui l'a emporté aussi. Et la manière dont il est arrivé au pouvoir, c'est comme ça qu'il est parti. C'est la contrebande qui a eu raison sur son pouvoir politique. Je ne crois pas qu'on puisse établir un bilan positif de sa gestion politique et économique. Le pays a plongé dans l'une des crises économiques les plus graves sous sa gestion. C'est vrai que il aura quand même réussi à rebaptiser le Zaïre RDC. Oui, il a réussi. Bon, c'est quelques actions d'éclat. Il a réussi à rebaptiser le Congo Zaïre en République démocratique du Congo. Mais je ne sais pas si c'est une république toujours démocratique.
si on peut l'appeler comme ça. Il ne s'agit pas de baptiser un pays et puis les anciennes pratiques continuent. Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement? Il a voulu se forger. En fait, c'est Kabila, je dirais quoi? C'est quelqu'un qui a réussi à s'attirer la sympathie de tout le monde au début, qui est arrivé et ses origines de contrebandier l'ont rattrapé à la fin. Et Kabila, il a eu, en plus de baptiser son pays République démocratique du Congo, il a aussi tenté de créer une monnaie congolaise sur les traces de Lumumba. Mais tout ça, ça ne pouvait pas prospérer à partir du moment où le pouvoir qu'il a conquis l'a été dans la contrebande et dans la fraude. Et voilà pourquoi sa gestion politique ne pouvait pas être positive. Qu'elle soit politique ou économique, elle ne pouvait pas être positive. Professeur Sidiki, gestion économique et politique de Laurent Désiré Kabila, je le disais, il a quand même réussi à rebaptiser son pays. Il y a aussi l'hymne national qu'il a essayé de rebaptiser également. Le professeur Koulidati le disait, il a tenté quand même d'avoir une autre monnaie, ce qui n'a pas pu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la gestion politique et économique de l'homme? Non, ce que vous êtes en train de dire, le fait de débaptiser le pays Zaïre pour revenir au Congo, oui, de laisser tomber le nom Zaïre pour la monnaie pour revenir à un franc congolais, donc de débaptiser aussi le fleuve Zaïre pour qu'on l'appelle le Congo, là, en réalité, ce sont des actions de pur saupoudrage où il prend le contre-pied de son prédécesseur Mobutu, qui à un moment donné, voilà, s'est cru africaniste et qui pensait africaniser, tropicaliser la politique et la culture du Congo en abandonnant les noms qui sonnaient trop coloniaux pour revenir à des pratiques et à des noms authentiquement africaines, donc la période des 3 Z, monnaie, fleuve, pays. Et c'est ce que Kabila va, donc, dans juste une opération de folklore là, essayer de détricoter. Sinon, dans le fond, rien n'a changé. Maintenant, sa gestion politique est marquée par l'autocratie. Plus il évoluait, il allait vers un pouvoir autocratique, donc où il ne doit rien à maître absolu. C'est ce qui l'a amené en 2000, je crois, à dissoudre l'Alliance des forces démocratiques de libération, qui comprenait 4 dirigeants au départ. 1999. En 1999. Donc, il va dissoudre l'AFDL pour créer un autre mouvement maintenant. En fait, le CNP, le CCP. Ça, c'était en 2000. Oui, qui avait tous les allures d'un parti unique, même s'il n'a pas pu aller aux élections. Et ça, il montrait, c'est un signe patent donc, du durcissement en fait, de sa gestion politique, parce que dans le même temps, on voyait donc le tour de vis au niveau donc, des libertés d'expression, donc des libertés démocratiques avec l'emprisonnement de journalistes et d'opposants comme Étienne Tshisekedi, comme Arthur Zaïdingoma. C'est vrai qu'il a dissous également l'Assemblée. Il a dissous l'Assemblée, il a nommé une nouvelle Assemblée où c'est lui qui a nommé les 300 députés. Écoutez, ça c'est la catastrophe d'un point de vue économique maintenant. Mais écoutez, sous son règne, alors Kabila, le règne ou les conditions d'arrivée et de fin du pouvoir de Kabila sont marquées par 2 guerres, les 2 guerres du Congo. La première guerre, donc qui a commencé en septembre 1996 pour finir en mai 1997 avec sa prise de pouvoir, et la deuxième qui va commencer 1 an après sa prise de pouvoir en 1998 pour se terminer quasiment en 2003. Et donc, sous son règne, ce sont les mouvements rebelles, donc le MLC, Jean-Pierre Bemba, dans le RCD Ngoma, et puis d'autres mouvements katangais, qui s'adonnaient au pillage. Vous créez un mouvement, même si vous n'êtes pas très convaincu de prendre le pouvoir, au moins vous avez une branche armée qui contrôle un pan entier du pouvoir, et à partir de là, vous vous adonnez donc à l'extraction, comme de vrais bandits là, des ressources du Congo, donc pour vous financer. C'est ce qui a marqué le règne de Kabila. Donc,
pendant tout ce temps, c'est le désordre. Une économie ne peut pas prospérer dans un contexte où chaque homme politique crée une branche armée, occupe un pan du territoire et exploite pour le compte de certains groupes financiers extérieurs, donc les ressources du pays là qu'il brade à ces gens-là. Donc c'est ce qui caractérise le règne de Kabila d'un point de vue économique. Alors, voilà. professeur Kouliati, quelle était sa relation avec ses voisins? On a parlé du Zimbabwe, on a parlé de la Namibie, de l'Ouganda et du Rwanda également. Sa relation avec ces pays-là, ses voisins directs. Les voisins immédiats avaient commencé à prendre leur distance avec Kabila. On l'a dit, c'est ça qui a plutôt fragilisé son règne. Il avait plutôt de bonnes relations avec ces pays qui le prenaient toujours comme l'héritier donc de Lumumba, comme le Zimbabwe. Et c'est par là d'ailleurs qu'il a poussé son dernier souffle avant que le corps ne soit rapatrié. Et avec la Tanzanie également, il avait de très bonnes relations jusqu'à une certaine période. Donc, mais vers la fin, les relations se sont dégradées, fortement dégradées, surtout avec ses voisins immédiats comme l'Ouganda, le Rwanda, etc. Donc, c'est ça ces relations, les relations de Kabila avec ses voisins. Mais je crois bien que Kabila, tous ceux qui interviennent, tous ceux qui ont des liens avec la République démocratique du Congo, ce ne sont pas forcément des liens désintéressés. Le Congo est finalement ce pays où chaque acteur, qu'il soit rebelle ou homme politique, vient pour puiser le nécessaire pour s'enrichir et puis s'en aller. Donc, c'est ça qui caractérise le Congo. Mais tout de suite, quand le règne de Kabila a pris fin, on s'est rendu compte, et bien avant même la fin de son règne, on s'est rendu compte que tous ces pays qu'on croyait soutenir Kabila étaient là pour leurs propres intérêts. Que ce soit l'Ouganda ou le Rwanda, et surtout le Rwanda, c'était des pays qui étaient là finalement pour leurs intérêts. Donc, c'est ce qui caractérise, on peut le dire comme ça, les relations entre Kabila et puis ses voisins immédiats et peut-être lointains. Et avec, voilà, vous parlez de lointain, avec la métropole Occident, tout ça? Je ne sais pas, puisque quand Kabila a pris le pouvoir, quelque temps après, il a voulu tourner le dos à ses anciennes, à la métropole, et que ce soit la Belgique ou la France, ou de manière générale les Occidentaux. Oui. Il a pris ses distances et on se rend compte qu'il avait plutôt des liens avec la Russie, l'Union soviétique, il avait des liens avec la Corée du Nord, il avait des liens avec le Cuba, et tous ces pays qui étaient plutôt réfractaires aux Occidentaux, Kabila avait des liens étroits avec eux. Et ça aussi, ce sont des éléments qui ont contribué à l'affaiblir, en quelque sorte. Mais qu'il vous souvienne aussi que lorsque on l'a assassiné, et pendant que personne ne savait encore qu'est-ce qui se passait en RDC, c'est Bruxelles qui annonce clairement, à travers la télévision nationale, que Kabila a été assassiné. Donc, il y a anguille sous roche. Avec la métropole, ça ne suivait pas. D'accord. Alors, avant de venir à son assassinat, il y a eu, professeur Sidiki parlait de cette guerre-là, cette deuxième guerre, un an après sa prise de pouvoir qui s'est éclatée. Aurait-il pu éviter cette deuxième guerre-là du Congo? La deuxième guerre n'était pas évitable. Je l'ai dit tout à l'heure, la manière dont tu arrives au pouvoir va caractériser aussi ta gestion. Il a créé beaucoup de mécontents en tournant le dos à tous ceux qui l'ont aidé à accéder au pouvoir, qui avaient aussi leurs agendas cachés. Donc tout ça, ça a été des cocottes minutes qui ont explosé. Donc cette guerre n'était pas évitable. D'accord. Professeur Sidiki, Laurent Désiré Kabila assassiné en 2001. Comment est intervenu son assassinat? Bien, son assassinat, c'est... Parce que, si on se souvient, il y a eu la guerre, oui. La deuxième guerre qui est rentrée, il est parti durant cette période-là. Oui, mais je voudrais apporter, si le temps nous permet, oui, là, un éclairage sur les relations de Kabila avec ses voisins avant de répondre à cette question. En fait, quand Kabila est arrivé au pouvoir,
il y a des pays d'obédience socialiste qui croyaient toujours en lui. Et c'est pourquoi ils vont être, ou en tout cas qui ont combattu certaines injustices, comme notamment la Namibie, qui venait de faire échec, de mettre fin au système ségrégationniste qui était en vigueur et qui avait été mis en vigueur par le colon allemand, dont la Namibie venait de vaincre l'Allemagne en prenant son indépendance et en mettant fin à l'apartheid qui existait aussi en réalité en Namibie. Donc c'était de bonne guerre que la Namibie appuie un révolutionnaire. L'Angola aussi, qui a gagné, qui a gagné la guerre contre, comment dirais-je, Savimbi, qui était en fait le cheval des Américains. Naturellement, Dos Santos était plus proche donc des socialistes, des communistes russes, et c'est pourquoi évidemment l'Angola va penser pouvoir porter secours à Kabila. Et vous prenez ensuite donc l'Angola et la Namibie. Et pour le cas du Tchad, alors il se trouve que pendant la deuxième guerre du Congo, Jean-Pierre Bemba, qui était un rebelle soutenu par l'Ouganda et le Rwanda, alors lui, il avait à un moment donné envoyé ses troupes pour porter secours à Anne-Félix Patassé en Centrafrique, pendant que le Tchad de Driss Déby combattait Anne-Félix Patassé. Et c'est pourquoi le Tchad, qui n'est pas un pays voisin donc de la RDC, a cru bon de venir appuyer, comment dirais-je, Laurent Désiré Kabila, parce que Kabila avait un adversaire, Jean-Pierre Bemba, qui portait donc assistance à Anne-Félix Patassé, qui était combattu par les Tchadiens. Maintenant, les autres pays avec qui il avait des relations acariâtres, ce sont essentiellement ses anciens mentors, le Rwanda, donc l'Ouganda, le Burundi aussi, c'est-à-dire des pays de l'axe en fait occidental de manière générale. Voilà comment ça s'est fait. Et avec les Belges, les relations naturellement étaient acariâtres parce que le langage que Kabila tenait dès le départ là, se réclamer dit héritier de Lumumba, ne pouvait que voilà amener les Belges dans les oreilles belges. Non, ça ne pouvait pas marcher. Donc voilà pour présenter un peu les relations de Kabila donc à la tête du Zaïre avec certains pays voisins. Comment maintenant il a été assassiné? C'est très simple. Alors, j'ai dit au départ que c'est là où ce qui constitue la base électorale, si je puis dire, même s'il y a jamais d'élection pour Kabila, c'est-à-dire les populations du Katanga, où il a milité dans un parti qui protestait vigoureusement contre les abus donc, de la gendarmerie katangais. Ces populations ont toujours cru en lui. Et quand il va prendre le pouvoir avec l'appui d'autres nationalistes katangais, qui n'ont pas, en fait, ceux qui n'ont pas participé à la mise à mort, à la torture de Lumumba, là, ces gens-là vont commencer à lui mettre la pression. Pour dire, on ne te connaît pas comme ça, tu es un révolutionnaire national, tu ne peux pas te comporter comme ça. Et c'est sous cette pression-là, donc, de ces militants de la première heure, là, qu'il va vouloir se débarrasser des forces étrangères. Et à partir de ce moment, il va échapper à un coup d'État d'abord. Quand le coup d'État a échoué, ça s'est transformé en rébellion. Voici comment la deuxième guerre du Congo va commencer. Et à un moment donné, les Rwandais, les Ougandais qui voyaient que finalement les forces étaient équilibrées et que Kabila serait resté encore président du Congo dans une situation de guerre, il fallait trouver un moyen de l'assassiner. C'est comme ça qu'on va passer par son aide de camp et le colonel Edi Kapen, qui était son homme de confiance pour l'avoir exfiltré pendant le coup d'État. Et donc, c'est par Edi Kapen qu'on va passer pour l'assassiner. Et Edi Kapen va instrumentaliser un ancien enfant soldat, donc Rachidi, donc pour assassiner Kabila en promettant à Rachidi, donc en tout cas une promotion et puis tout ce qu'il voudra. Parce que Rachidi était un garde du corps de Kabila. Et donc, quand il avait fini son service, il devait descendre, il est allé se changer, donc porter sa tenue civile. Et il est revenu pour demander à ses camarades qui venaient de monter là qu'il veut juste parler au président 1 minute. Et c'est comme ça qu'on l'a laissé entrer, parce que c'est un garde. Et quand il va entrer là, il va s'approcher de Kabila, il va lui tirer dessus. Mais ce que Rachidi n'avait pas imaginé, il était jeune, 18 ans.
parce qu'il est rentré dans l'armée à 15 ans. 15 ans. Donc lui, il n'avait pas imaginé que c'était un piège. Idi Kapen veut l'utiliser pour assassiner Kabila et tout était mis en œuvre que dès qu'il assassine Kabila, on allait le tuer pour qu'il porte, pour dire ah, l'assassinat de Kabila a été assassiné par l'aide de cas de Kabila. Et c'est comme ça que Rachidi va être abattu par, je crois, un tir en tout cas d'Idi Kapen. Et c'est Idi Kapen qui va prendre le pouvoir dans l'immédiat après que Joseph Kabila intervient. Toujours est-il que par la suite, on s'est vite rendu compte qu'en réalité, le vrai commanditaire de l'assassinat de Kabila, c'était pas Rachidi, mais c'était Idi Kapen. Et c'est pourquoi il va être condamné avec d'autres proches à la peine de mort. Oui. Il va passer 20 ans en prison avant d'être gracié en 2021 voilà. J'aimerais rapidement poser une question à professeur Koulgati, avant bien sûr qu'on en vienne à la question ultime. Quand on écoute tout ça, ça nous amène aussi à comprendre que il y a toujours le malheur vient toujours des personnes qui sont autour de nous et il va falloir beaucoup faire attention lorsqu'on on doit travailler ou on doit traiter avec des personnes qui sont autour de nous. Bien, alors c'est toujours le cas. Le mal ne vient toujours pas loin. Le mal vient toujours autour de soi. Tous les assassinats, ça a été toujours rendu possible par ceux-là qui mangent et dorment avec soi. Et voilà pourquoi, qu'on soit un autocrate ou un révolutionnaire, il faut toujours faire très attention à tous ceux qui sont autour. Ils ne sont pas forcément bons. On l'apprend, hein? L'histoire nous enseigne ce cas. Que ce soit l'assassinat de Patrice Lumumba, que ce soit la trahison de Kwame Nkrumah, que ce soit l'assassinat de Thomas Sankara. Ce sont tous ceux-là qui sont autour, qui encensent, qui donnent des discours tonitruants, qui laissent croire qu'ils sont toujours avec le chef, qui l'induisent tout souvent en erreur. Et ce sont les véritables fossoyeurs des leaders révolutionnaires comme les autocrates aussi. Malheureusement, le cas Kabila n'est pas le bel exemple pour parler d'un révolutionnaire assassiné. Donc les révolutionnaires doivent faire très attention. C'est pas, y compris même à leur propre famille, ça a été toujours comme ça. Et donc, mais je voudrais quand même apporter une petite précision sur l'assassinat donc de Joseph Kabila, Laurent Désiré Kabila. Son assassinat ne peut pas passer sous silence un fait majeur. Un acteur clé, dont Bilal Héritier, qui est un Libanais, qui était très proche de Laurent Désiré Kabila, qui est un narcotrafiquant en tout état de cause, quelqu'un qui était plongé dans la contrebande. Et lorsque Kabila a résolument tourné le dos aux narcos, ou en tout cas la contrebande libanaise, et qui a fait appel donc aux Israéliens, il y a eu un choc entre les deux États, disons, parce que Israël avait commencé à déployer des experts en extraction de diamants au détriment donc des Libanais. Et donc le Bilal Héritier qui a découvert un lingot de diamant qui pesait qui avait une valeur monétaire assez élevée. Kabila a cherché à récupérer le lingot de diamant. Et c'est ça qui a opposé les deux hommes. Et je crois bien que l'histoire retient aussi que Bilal Héritier a plutôt favorisé son assassinat en instrumentalisant son entourage, y compris donc le jeune qui lui a tiré dessus. Donc c'était beaucoup de facteurs. Hein. Kabila était assis sur une chaise électrique parce que c'est comme ça aussi qu'il est arrivé au pouvoir. Donc je dirais quoi? Les pouvoirs, la manière dont on arrive au pouvoir, il faut, lorsqu'on est révolutionnaire, il faut l'être jusqu'au bout. Et même si on arrivait à perdre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, son nom sera gravé dans les annales de l'histoire. C'est pour cela, je ne sais pas si c'est la question ultime déjà. C'est la question ultime, hein, et on va voir également si le nom de Laurent Désiré Kabila sera gravé dans les annales de l'histoire. L'histoire d'être patriote et patriote africain. Professeur Koulgati.
Laurent Désiré Kabila a trompé la vigilance de tous les révolutionnaires épris de justice et d'équité, épris d'indépendance. Il a bénéficié de ce fait de tout un grand soutien, y compris les pays révolutionnaires d'ici et d'ailleurs. Malheureusement, la nature de l'homme l'a rattrapé. On a beau chasser le naturel, il revient au galop. C'était un contrebandier qui doit son pouvoir à des pratiques malsaines. Et toutes ces pratiques l'ont rattrapé et finalement, il n'est pas entré dans l'histoire. On n'entre pas dans l'histoire avec ces pratiques. Donc, Laurent Désiré Kabila a été en quelque sorte une parenthèse douloureuse pour la République démocratique du Congo. François Sidiki, Laurent Désiré Kabila, est-ce que vous pensez aussi votre verdict? Est-ce qu'il mérite d'être hissé au panthéon des patriotes d'Afrique? Non, non, pas du tout. Je pense qu'on l'a dit ici. Le collègue a bien dit, il a trompé la vigilance de tout le monde, de tous les vrais révolutionnaires. Et j'ai dit au départ qu'en réalité, ce n'était pas un révolutionnaire convaincu. Un révolutionnaire qui abandonne le maquis, les siens, qui parle le plus clair de son temps dans les hôtels de Dar es Salaam, de Nairobi ou de Kampala. Bon, écoutez, et qui vit plus du pillage des ressources minières, des terres, des populations pour lesquelles il est censé mener son combat, ne peut pas être considéré comme un patriote. Et ce n'est qu'au final un imposteur. Et il va finir comme il est venu au pouvoir, c'est-à-dire au bout des armes. Voilà. Eh bien, le verdict est donné. Laurent Désiré Kabila ne mérite pas d'être inscrit au rang des patriotes africains. Et c'est ici que nous allons refermer les portes de ce numéro de votre émission Patriotes d'Afrique. Professeur Sidiki Traoré, enseignant chercheur à l'Université Joseph Kizabo, merci d'être venu. Merci à vous. Professeur Boulkindi Prosper Koulidiati, enseignant chercheur également et expert en diplomatie et relations internationales. Merci aussi à vous d'être venu. Merci à vous aussi, monsieur Ouessou. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci aussi à toute l'équipe technique. Portez-vous bien.